Nouveau numéro de défense, l'actualité de cette semaine, l'actualité sécuritaire, c'est cette décision, c'est Nicole, bonsoir, de lancer une vaste opération en Judée-Samarie contre les nids terroristes. Tout à fait, et ça va pour l'instant se concentrer dans le nord de la Judée-Samarie, donc autour de la ville de Jenin, Naplouse et également de tout le Carême. Ça a été annoncé tôt dans la matinée, mercredi matin donc, et l'objectif c'est de contrer le terrorisme dans la région. Je cite un communiqué de Tsahal: l'armée israélienne et le Shin Bet ne permettront pas au terrorisme de s'implanter dans la région et œuvrent activement à le contrecarrer. Alors pourquoi maintenant? Tout simplement en raison des tentatives des groupes terroristes justement de s'implanter dans cette région. Concrètement, il y aura 3 brigades qui vont mener des fouilles, des recherches et mener également plusieurs arrestations donc dans les régions concernées. Et c'est donc une opération menée à la fois comme habituellement par la force de l'armée israélienne, mais aussi par les forces de la police des frontières, également du Shin Bet, des services de renseignement israéliens. Pour l'instant, on n'a pas d'indication concernant la durée. Ça a commencé officiellement dans la nuit de mardi à mercredi. Ça risque de durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça intervient aussi dans un contexte au moment où l'armée israélienne vient de terminer un exercice de grande ampleur. Ça s'appelle le Magen O. C'était un entraînement d'envergure justement pour faire en sorte que l'armée israélienne soit prête en cas de scénario catastrophe avec des menaces sur tous les fronts, et cet exercice vient de se terminer. Alors ça, c'est pour la Judée-Samarie et en Israël, et il y a également une actualité dans la bande de Gaza. Tout à fait, avec la pression qui s'accentue, qui s'intensifie dans le sud du territoire palestinien, autour de la ville de Rafah. Il y a plusieurs terroristes qui ont été une nouvelle fois éliminés. Ils sont sortis d'un tunnel, ils avaient été repérés par l'armée de l'air qui a donc guidé les forces au sol de l'armée israélienne pour qu'ils puissent neutraliser ces terroristes. Il y a eu aussi des frappes aériennes un petit peu plus tard, toujours dans cette région de Rafah, donc dans le sud du territoire palestinien. D'autres frappes un petit peu plus au nord, cette fois autour de la ville de Khan Younes. Donc pression finalement sur tout le territoire de la bande de Gaza. Et puis un dernier mot sur cette deuxième phase qui tâtonne encore. On rappelle que la première n'est toujours pas officiellement finie parce qu'il y a encore 2 dépouilles qui sont donc toujours aux mains du Hamas. Pour l'instant, même si les États-Unis font en sorte que le côté diplomatique avance, il y a des discussions avec l'Égypte, avec la Turquie, mais rien de concret. Et on est plus d'un mois, presque 2 mois maintenant depuis l'instauration du cessez-le-feu entre Israël et le Gaza, et la phase 2 n'a toujours pas commencé. Et il devait rendre les dépouilles en 72 heures. Merci Océane. Nicole, ça c'est pour le Hamas et les organisations terroristes. Colonel Amir Noy, merci d'être avec nous. Je suis ravi, c'est la première fois que vous venez dans notre émission. Vous êtes ancien commandant de la coopération stratégique États-Unis-Israël, ou plus exactement Israël-États-Unis. Je vais vous citer une phrase du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui dit: si j'ai besoin de frapper, je frappe, j'attends pas les États-Unis. Est-ce que vous confirmez? Tsahal est prêt sur tous les fronts pour poursuivre les combats, et je suppose que tous vos téléspectateurs savent que, en réalité, nous n'avons fini la guerre sur aucun des fronts, ni au Liban. En Syrie, la situation est un peu plus stable, mais ni dans la bande de Gaza, ni en Iran, ni face aux Houthis. Donc tous les fronts restent ouverts, et l'armée, qui a eu pendant une période la possibilité de se préparer, de reposer les troupes, de recueillir des nouveaux renseignements, est prêt sur chacun de ces fronts à passer à l'offensive si c'est nécessaire. Nous n'avons pas et nous n'avons jamais eu à recevoir l'autorisation de frapper des Américains. Ça veut dire que lorsque Tsahal repère des terroristes qui sortent des tunnels de Rafah, est-ce que Israël prévient les États-Unis qu'ils vont frapper, ou Israël, pendant qu'ils frappent, préviennent les États-Unis? Non, Israël ne prévient personne. Si on parle de ce qui se passe dans la bande de Gaza, Israël n'a d'autorisation à recevoir de personne. L'armée se trouve en déploiement offensif, c'est-à-dire que toutes les... plutôt pas vraiment un déploiement offensif, mais un déploiement guerrier, c'est-à-dire qu'on est en défense, mais on peut passer à l'offensive à chaque instant.
avant. C'était l'armée, surtout depuis la nomination du chef d'état-major Eyal Zamir, a changé sa conception. Si on identifie un ennemi, eh bien, il faut le traiter en ennemi, si on l'attaque par les airs ou à partir du sol. On s'occupe de l'ennemi. Ce qui se passe aujourd'hui à Rafah, avec les quelques dizaines de terroristes qui se trouvent dans un tunnel, c'est exactement ce qui aurait dû se passer dans toute la bande de Gaza. En réalité, on les encercle, on les assiège, on ne les laisse obtenir ni eau ni nourriture. Et ces terroristes essayent de sortir, essayent de franchir les lignes israéliennes pour entrer à Rafah, mais ils n'y parviennent pas parce que l'armée observe toutes les ouvertures et à partir du moment où il y a un terroriste qui sort, il a deux choix. Soit il peut être tué, soit il peut se rendre. Amir Noy, le centre de commandement israélo-américain à Kiryat Gat, vous connaissez parfaitement comment il fonctionne. Est-ce que, à l'intérieur, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, est-ce que les soldats américains voient en direct ce que prépare l'armée israélienne et la frappe en question à Rafah? Dans le centre de coopération de Kiryat Gat, qui par ailleurs existe depuis avant 1991, mais qui a pris de l'ampleur lors de la première guerre du Golfe en 1991, puisque vous vous souvenez que les Américains avaient déployé des batteries de missiles Patriot à Tel Aviv et partout ailleurs. Et c'est alors qu'a commencé ce dialogue très proche et cette coopération entre Israël et les États-Unis qui n'a fait que se renverser. Dans mon rôle de commandant de la cellule de coopération, nous sommes en contact avec les officiers américains. Autrefois, c'était avec le commandement européen américain. Aujourd'hui, c'est avec le commandement central américain. Et en permanence, toute l'année, il y a un dialogue, même si les commandants changent et quand il y a des exercices. Donc, s'il y a coopération, cette coopération se fait à 3 niveaux. C'est très simple. Si vous prenez un immeuble à 3 étages, eh bien, au rez-de-chaussée, il y a les Israéliens qui reçoivent les ordres de Tzahal. Au milieu, il y a les demandes réciproques. Et au troisième étage, il y a les Américains. Donc, il y a des écrans. Effectivement, les Américains peuvent voir ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont impliqués que en ce qui concerne l'armée américaine, pas ce que fait Tzahal. Les ordres sont donnés à Tzahal par le chef d'état-major et par les officiers de Tzahal. Merci de rétablir certaines vérités, Amir Noy. Restez avec nous, bien évidemment. Il y a l'actualité du Sud et celle du Nord, parce qu'il y a exactement 1 an était signé un accord de cessez-le-feu au Liban. Tzahal se retirait, restait une petite partie en territoire du Liban. La question est de savoir, est-ce qu'on est en train de vivre un calme avant la tempête? C'est le reportage de Shani Guidalia sur place. 1 an s'est écoulé depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. 1 an qu'un calme trompeur plane sur le nord d'Israël. La frontière est loin d'être restée silencieuse. Tzahal a mené des centaines d'opérations ciblées contre les infrastructures du Hezbollah. Frappes préventives, élimination de terroristes, des opérations menées pour empêcher la milice chiite de renforcer ses capacités. Un équilibre fragile où chaque violation du Hezbollah est immédiatement suivie d'une réponse israélienne. Aujourd'hui, chaque violation du cessez-le-feu, chaque terroriste qui s'approche des zones interdites est immédiatement repoussé ou neutralisé. Nous sommes désormais dans une situation de tolérance zéro, aucune indulgence. L'armée réagit en temps réel. On entend, on voit les avions, mais à ce jour, aucun missile n'a été tiré vers les localités, aucune balle. Nous sommes en période de routine. Bien sûr, il y a une certaine tension. Nous savons que ça finira par dégénérer. La question n'est pas si, mais quand. Je pense que ce sera vers la mi-décembre, après la visite du pape et l'expiration de l'accord. Je crois, j'espère et je prie pour que ce soit nous qui agissions en premier et que nous ne restions pas à attendre qu'ils nous frappent les premiers. Shtoula est l'une des localités les plus exposées du nord d'Israël. Dès les premiers mois de la guerre, plusieurs maisons ont été directement touchées par des tirs venant du Liban. Aujourd'hui encore, les dégâts sont visibles dans le quartier le plus proche de la frontière. D'ici, on voit un poste d'observation de Tzahal. À droite, c'est le territoire libanais. Si on regarde à gauche, la montagne au fond là, avec l'antenne, c'est l'un des 5 points où Tzahal est présent à l'intérieur du Liban.
Seulement 40% des habitants sont revenus à Shtoula, pour des raisons sécuritaires, mais aussi économiques. Nous avons été durement touchés pendant la guerre, et cela influence énormément les habitants dans leur décision de revenir ou pas. Au moins 50% des maisons ont été endommagées à des degrés différents. La localité a été évacuée une semaine après le début de la guerre. Mais la division de sécurité, l'unité d'intervention rapide et moi sommes restés ici 1 an et demi sans interruption. Au total, nous étions une vingtaine à protéger la localité avec beaucoup de réservistes. Malgré ce silence, plusieurs habitants que nous avons rencontrés parlent d'un calme avant la tempête. Une expression qui prend aujourd'hui un sens presque littéral. La région a connu un véritable déluge de pluie ces dernières heures et beaucoup redoutent la tempête sécuritaire qui pourrait suivre. Une inquiétude renforcée cette semaine après l'élimination de Haitham Ali Tabtabai, le chef d'état-major du Hezbollah. Un coup porté à la milice chiite qui pourrait chercher à répondre. Nous sommes aujourd'hui dans une réalité différente. L'armée est présente et nous participons à chaque décision, chaque évaluation de situation. Ce qui s'est passé le 7 octobre dans le sud ne peut absolument pas se produire dans le nord aujourd'hui. Nous sommes prêts et organisés. Évidemment, il y a un niveau d'alerte élevé en ce moment, surtout après l'élimination du chef d'état-major du Hezbollah. L'armée a légèrement relevé son niveau de vigilance à cause des derniers événements, mais la vie civile ici est totalement normale. Nous laissons l'armée faire tout ce qu'elle doit faire, parce que nous savons que si nous restons silencieux maintenant, cela nous coûtera beaucoup plus cher plus tard. Selon l'analyse de plusieurs experts, l'attente serait même devenue une stratégie, une notion profondément ancrée dans la doctrine iranienne, celle de laisser le temps avant de frapper lorsque l'ennemi baisse sa vigilance. C'était il y a 1 an, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Pourtant, depuis 1 an, l'organisation terroriste continue de se renforcer, de se réarmer, alors que la date limite pour son désarmement est fixée à la fin de l'année. Ici à Shtoula, à 50 mètres de la frontière, eh bien c'est le silence qui domine. Un silence presque trompeur parce qu'en réalité, si c'est calme ici, c'est grâce aux soldats israéliens qui, de l'autre côté de la frontière, empêchent le Hezbollah de lancer la moindre attaque contre Israël. Selon plusieurs rapports concordants, Tsahal aurait mené plusieurs centaines d'opérations au sol en terrain libanais. 1 an après le cessez-le-feu, la frontière nord reste donc calme en apparence, mais pourrait basculer en quelques secondes. D'autant plus qu'une grande partie du stock de missiles de précision du Hezbollah est enfouie sous Beyrouth. Et si la guerre a appris une chose à Israël, c'est que le silence n'annonce pas toujours la paix. Parfois, il précède la tempête. Amir Noy, merci d'être resté avec nous. Le Hezbollah dit qu'il ne veut pas désarmer. Israël n'a pas de choix que de faire le travail. La question est de savoir jusqu'où. Nous avons d'ailleurs titré pendant le reportage de Shani Guidalia le calme avant la tempête. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, le Hezbollah essaye de se renforcer au sud du Liban, pas seulement sur le plan militaire. Il essaye de pénétrer de nouveau les conseils municipaux, les divers comités. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'activité militaire. Or, il continue à se renforcer, surtout grâce à l'Iran. Iran qui a perdu la possibilité de faire passer des armes par l'Irak, la Jordanie et la Syrie depuis que Joulani a pris le contrôle de la Syrie. Eh bien, l'Iran essaye de faire passer les armes par la mer et par d'autres routes. Le Hezbollah essaye donc de se renforcer et depuis le cessez-le-feu, il y a 1 an, nous ne cessons d'attaquer et de mener des raids au Liban. Mais vous avez peut-être fait attention que ces dernières semaines, les raids se sont intensifiés et on se dirige apparemment vers une confrontation avec le Hezbollah parce que l'armée libanaise qui a reçu une prolongation de la part de l'émissaire américain Thomas Burr pour désarmer le Hezbollah jusqu'à fin décembre, il ne me semble pas qu'ils parviennent à réaliser cette mission. On a 30% des soldats de l'armée libanaise qui sont chiites, le gouvernement libanais craint une guerre civile et donc ils essayent d'aller entre les gouttes. Les seuls qui ont la capacité et aussi la volonté de désarmer le Hezbollah, c'est l'armée israélienne et nous n'avons d'autre choix
que de mener une opération au Liban. Quand, je ne sais pas, je suppose que ce sera sur un front spécifique, mais la question n'est pas si il y aura une confrontation, mais quand. Pourquoi Donald Trump est plus laxiste sur l'intervention israélienne au Liban qu'elle ne l'est par exemple à Gaza, au-delà de son accord Trump? J'ai l'impression quand même que les États-Unis veulent, ou pas les États-Unis, Donald Trump veut qu'Israël fasse le travail au Liban. Donald Trump et Benjamin Netanyahu essayent de faire deux sortes de manœuvres au Proche-Orient. D'une part, des manœuvres diplomatiques, puisqu'il y a un émissaire qui est envoyé pour dialoguer avec le président libanais, et d'un autre côté, si ça ne fonctionne pas, il faut faire une politique, pas d'autre moyen, c'est donc la force militaire. Trump ne restreint pas les activités de Tsahal au Liban. On peut attaquer partout. Il y a 3 jours, Tabatabai a fini ses fonctions plus tôt que prévu et son successeur prépare déjà sa retraite. Donc, Donald Trump ne peut pas nous empêcher de mener des opérations préventives face à une offensive possible contre Israël. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de faire pression sur le président libanais et de l'encourager sur le plan économique, puisqu'on connaît la situation difficile du Liban, et donc d'encourager le président libanais pour que le désarmement du Hezbollah se fasse par un gouvernement arabe. Il préfère que ce soit le gouvernement libanais que Tsahal. Je n'y ai pas vraiment cru dès le départ, de la même manière que je ne crois pas qu'il y aura une force internationale qui va désarmer le Hamas dans la bande de Gaza. Je ne pense pas que Tsahal aura d'autres choix. Je sais que les plans existent et il suffit d'avoir le feu vert de l'échelon politique. Très rapidement, la dernière question concernant la visite de Al-Shara de Djoulani aux États-Unis. Est-ce que c'est une voie sans issue pour Israël? C'est-à-dire que Israël va devoir faire des concessions sur le dossier syrien, rapidement. Non, Israël ne va pas faire de compromis. Al-Shara, peut-être que Trump le considère comme quelqu'un de très sympathique, mais nous le voyons avec une perspective qui est correcte, celle d'un djihadiste qui, jusqu'à il y a quelques années, décapitait des gens pour son plaisir, et il ne contrôle pas d'ailleurs la Syrie. Il contrôle certaines parties de Damas et quelques autres secteurs, mais il ne contrôle pas les secteurs druzes dans le sud du plateau du Golan. Il ne contrôle pas les secteurs kurdes, des alaouites. Il essaye, mais il n'y parvient pas. Et c'est très intéressant parce que, avec ces tentatives de prendre le contrôle de ces communautés, c'est exactement comme ça qu'on a fait le massacre du 7 octobre. Il y a eu des similarités entre les activités des djihadistes à Soueida et la manière dont le Hamas a agi en Israël le 7 octobre. Je suppose que Djoulani a la volonté d'être le dirigeant de la Syrie, mais il faut prendre garde à certaines choses. D'abord, qu'il ne devient pas un de nos ennemis, et ensuite que la Turquie ne prenne pas le contrôle du nord de la Syrie. Exactement, remplacer l'Iran par la Turquie. Merci, colonel Amir Noy, d'avoir été avec nous en défense. Merci beaucoup. Merci à vous. En français, dans le texte. Emmanuel Razavi, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et expert sur le dossier iranien. Pour quasiment la première fois de votre carrière, vous êtes attaqué et même quasiment ciblé par un politique de la LFI qui dit que vous êtes un agent d'influence des Émirats arabes unis. Alors, c'est pas la première fois de ma carrière que je suis ciblé. Il se trouve que là, c'est public parce que les menaces que j'ai reçues, à l'instar de ma consoeur, Nora Bussini, de mon co-auteur, Jean-Marie Montali, elles proviennent d'un député, pas n'importe quel député, c'est un député de la France insoumise, qui s'appelle Paul Vanier, voilà, qui nous accuse évidemment, en fait, d'abord de choses fausses, bien évidemment, mais de tous les maux et de toutes les compromissions, qui a mis notre vie en danger en nous jetant en pâture sur Internet, sans doute à dessein. Il utilise une technique que l'on a connue, vous le savez, je suis d'origine iranienne, à la fin des années 70 en Iran,
je parle des années 76, 77, vous savez, les noms des journalistes, des intellectuels, de certains politiques libéraux étaient jetés en pâture dans les universités, dans une certaine presse parallèle, puis on a fini en fait par les assassiner. Ce qu'a fait ce député en nous menaçant, c'est qu'il a donné également l'adresse des locaux à Paris d'un journal avec lequel nous travaillons. Vous le savez, je travaille avec beaucoup de grands journaux français et il a donné l'adresse en fait du siège d'un des journaux avec lesquels Jean-Marie, Nora et moi collaborons ponctuellement. D'autant qu'il y a un précédent, Emmanuel Razavi. Peut-être serait-il bon de rappeler le massacre de Charlie Hebdo à l'époque, et des terroristes auraient pu très bien venir vous chercher. Alors ça a été exactement, et vous avez raison de le rappeler mon cher confrère, c'est que ça a été le cas évidemment avec les camarades, les confrères de Charlie Hebdo, ça a été le cas aussi d'ailleurs avec des enseignants, notamment Samuel Paty, on sait comment ça s'est terminé de façon tragique. Voilà, donc est-ce que la France est en train de basculer dans ce qu'a vécu l'Iran il y a une quarantaine d'années, dans ce qu'a vécu aussi, il s'est passé la même chose en Algérie au début de la guerre civile en 1990, on retrouve en fait exactement les mêmes protocoles qui viennent de l'extrême gauche et des islamistes. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un vrai cri d'alarme que je pousse. Je pousse ce cri d'alarme d'autant plus que, si vous voulez, les journalistes, nous sommes des garants quand même. Nous faisons partie des institutions en fait de ce pays, de cette démocratie. Nous sommes garants de la liberté d'expression, de la liberté en fait d'informer. S'en prendre à un citoyen, c'est très grave, quelle que soit la fonction de ce citoyen. S'en prendre à un journaliste, c'est aussi s'en prendre, si vous voulez, à l'un des piliers en fait de la démocratie française. C'est indigne d'un député LFI. Mais vous savez pourquoi il le fait? C'est parce que Nora, Jean-Marie et moi avons documenté les liens de plusieurs députés de la France insoumise avec des proxys palestiniens de la République islamique d'Iran. Il y a dans ce pays, en France, il y a une manipulation qui est orchestrée par le régime iranien. Je fais une parenthèse pour vos téléspectateurs. Il se trouve que ce mercredi vient en France le ministre des Affaires étrangères iranien, on pourra y revenir, qui est le ministre des Affaires étrangères d'un État terroriste, d'un narco-État. Et en France, pendant ce temps, vous avez un député LFI dont certains camarades sont liés à des proxys palestiniens, sont liés directement à des proxys palestiniens de la République islamique d'Iran, d'accord, qui menacent des journalistes, qui mettent leur vie en danger. Quand vous parlez de la France, vous parlez de l'État, du Quai d'Orsay, d'agents français, vous parlez de qui? Alors pour être très précis, d'abord, je cible de façon très claire par les mots, j'entends, lorsque je vous parle, le Quai d'Orsay, qui nous cible en réalité. Nous gênons, nous journalistes aujourd'hui, la politique iranienne de la France. Le Quai d'Orsay, je le sais, d'accord, est très gêné par les révélations que nous avons faites, parce qu'un certain nombre, je dirais, de lobbies autour du Quai d'Orsay qui sont liés à l'Iran, d'accord, évidemment, ont peur de voir leur nom dans les journaux. On en a diffusé quelques-uns d'ailleurs déjà. Donc il y a d'abord ça, si vous voulez. Il y a évidemment le gouvernement français. C'est une réalité. Je suis désolé de vous le rappeler, mais la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, un grand policier français, Hugues Brick, qui a témoigné sous serment devant la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre les partis politiques et la mouvance islamiste, a clairement en fait dit qu'en fait de tout ce qu'on racontait nous, Nora Bussini, enfin voilà, en clair nous étions politisés et que en réalité tout ça n'était pas documenté à sa connaissance, alors qu'on a quand même diffusé des photos, des vidéos, enfin j'en passe et des meilleurs. Vous le savez, vous me connaissez en tant que journaliste, vous nous connaissez, on est extrêmement documenté dans tout ce que l'on diffuse aujourd'hui. Donc clairement, des journalistes français aujourd'hui qui font leur travail, donc, gênent le gouvernement français à un moment où arrive le ministre des Affaires étrangères iranien sur le sol national. On comprend, tout ça a été créé et monté en fait de toutes pièces. Le problème, c'est qu'à force de jeter l'opprobre sur des journalistes qui sont réputés en plus pour bien faire leur travail, évidemment, on se retrouve avec des menaces et on se retrouve jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Voilà. Et moi, je suis un peu gêné par cela parce que ça veut dire très clairement qu'aujourd'hui, la position du gouvernement, c'est peu ou prou d'alimenter, si vous voulez, les violences dont nous avons été victimes de la part de la France insoumise, tout au moins de la part de certains de ses députés. Et Emmanuel Razavi, est-ce que vous avez été intimidé, le mot est fort, par l'État français?
Écoutez, l'État français à ce jour, non, ne m'a pas intimidé, mais ouvrez mon compte Twitter, allez sur mon fil, vous allez voir toutes les insultes, les menaces que je reçois, si vous voulez. Tout ça se fait, de façon masquée. Alors, je peux vous dire une chose, et ça, il faut quand même que vos auditeurs l'entendent, il y a eu des coups de fil, parfois, auprès de certaines rédactions avec lesquelles je travaille, pour demander à ce qu'on ne me fasse plus travailler sur ces sujets-là, à tout le moins. D'accord ? Donc, je ne suis pas idiot, je fais mon métier, je suis informé, nous avons aussi des sources d'informations qui sont assez bien renseignées sur ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement. C'est un vrai sujet, en fait, aujourd'hui, Mathias, qui se passe en France. Je rappelle que nous sommes une démocratie. On n'est pas, une dictature, a priori. Donc, on en arrive aujourd'hui à cibler des journalistes, à vouloir leur voler leurs paroles, les empêcher de s'exprimer. France, patrie des droits de l'homme. Je vous donnais les exemples tout à l'heure iraniens ou algériens, mais il faut se reporter à ce qu'était la France en 1938 aussi. C'est pas mal. D'ailleurs, la visite, je trouve, d'Arachi est très symbolique en ce sens. Merci beaucoup, Emmanuel Razavi. Merci à vous. C'est la fin de cette première partie. Une petite pause et on se retrouve juste après. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. It's Christmas time, love is in the air. Need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm. And we wish you Merry Christmas. It's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia ? Félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Depuis le 7 octobre 2023, les enfants de Sderot vivent dans la peur. Nous avons décidé d'agir. Les cours de théâtre de l'école M, soutenus par le FSJU Israël, ont accueilli 300 enfants. Une résilience indispensable pour faire face au post-trauma. 1000 enfants ont encore besoin d'aide. Aidez-les. Rejoignez-nous.
Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs, bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat, du lundi au jeudi, en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre. Deuxième partie de défense avec nous en studio. Catherine Chakdam Pérez, merci d'être avec nous. Ou Pérez Chakdam, comme vous voulez. Pérez Chakdam, c'est Pérez Chakdam est avec nous. Vous êtes spécialiste et expert sur les questions iraniennes et directrice du Forum for Foreign Relations. Jusque-là, j'ai tout bon. Oui, et We Believe in Israel as well. Et We Believe in Israel aussi. C'est pas moi qui le dis, bien évidemment. C'est l'association, c'est-à-dire nous croyons en Israël, dans le texte en français. Je vous ai demandé de venir parce que vous faites partie d'une délégation cette semaine de dissidents iraniens. C'est intéressant parce qu'il y a 2 semaines, Catherine, il y a eu nous avons interrogé des anciens Iraniens qui habitent en France. Et aujourd'hui, c'est une délégation de dissidents. Est-ce qu'il y a une volonté du ministère des Affaires étrangères israélien de réexpliquer, de faire venir des anciens Iraniens pour leur montrer une réalité différente? Absolument. Je pense que, en dehors de montrer, c'est aussi un désir de construire des ponts, d'expliquer en fait ce qui s'est passé sur Israël, d'expliquer le mal de vivre quand on est si près du Hamas, de Hezbollah, etc. Le fait qu'on est allé sur Sderot, qu'on a vu, on a écouté, on a entendu des témoignages qui étaient bouleversants de personnes qui ont survécu Nova, qui ont survécu Sderot, qui continuent à vivre sous le danger de Hamas et du terrorisme en général. Et je pense qu'il y a eu effectivement des liens qui se sont formés, des amitiés déjà, mais aussi une compréhension qui va au-delà des mots, je dirais, parce qu'ils ont vécu eux aussi deux des dissidents qu'on a avec nous ont été en prison. Pas sur Evin, mais pas beaucoup mieux. Et donc, effectivement, pour eux, c'est quelque chose qui les a marqués. Ils commencent à réaliser qu'effectivement, oui, en Israël, on continue à vivre la vie qu'ils ont échappée. Et je pense ils avaient conscience de... Pas à ce point-là. Non, je pense qu'une fois qu'on va sur Sderot, une fois qu'on va sur Nova, une fois qu'on voit les voitures qui ont été complètement incinérées, je pense qu'une nouvelle réalité s'installe. Et je suis contente qu'on l'ait fait, dans le sens que c'est une chose de voir des images à la télé ou d'entendre même des témoignages comme ça sur Zoom ou autre. Le fait de marcher sur cette terre-là, d'entendre des témoignages de gens qui sont sur le site même, c'est complètement différent. Il y a un rapport humain qui se crée, qui est important. Je peux vous demander pourquoi ils ont été emprisonnés? Est-ce que vous avez le droit de le dire? Oui, il y en a un en particulier, on peut le dire. Il faisait des blogs. Et donc, il était très... même à 18 ans, pour lui, la politique, ça l'intéressait énormément. Il était très... il a critiqué ce qui est le crime ultime en Iran, de critiquer donc l'Ayatollah Khamenei, de demander pourquoi effectivement une théocratie, pourquoi, de grand pourquoi. Et donc il a été mis en prison parce qu'en Iran on ne pose pas de questions, on ne dit rien jamais. Il faut rester sur cette ligne droite que les régimes a construit. Et donc pour lui c'était important de venir ici, de voir, de ressentir pas juste le judaïsme mais la façon de vivre des Israéliens, qui est très intéressante. On l'aime beaucoup, on vous aime beaucoup. Et j'étais très contente de participer parce que ça m'a permis déjà d'expliquer. Je suis un petit peu le pont entre les deux, je dirais, parce que. Alors justement, en parlant de pont, parce qu'aujourd'hui il y a une réalité, c'est que il y a par exemple la visite du ministre des Affaires étrangères iranien en France. Il y a comme une sorte comme si on voulait se boucher les oreilles. En Europe, vis-à-vis de la menace iranienne. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Pour moi, j'ai même pas de mots, parce que je dirais que c'est de la collaboration pure et dure. Il n'y a pas d'autre chose. Je crois que la France, elle l'a déjà fait plusieurs fois. Il ne faudrait peut-être pas en rajouter encore une couche. Personnellement, je suis très en colère contre la France. Je pense que M. Macron a déjà assez fait en essayant de reconnaître un État qu'il a renégué presque automatiquement parce qu'il a signé effectivement les accords de paix que le président Trump a décidé de mettre en place. Donc bon, c'était pourquoi
pour pas grand-chose, mais on a l'habitude avec M. Macron. Mais là, c'est un désir de quoi? De vouloir... Mais pour vous qui êtes traqué tous les jours par des médias d'information, des agents d'influence iraniens qui vous accusent, qui vous menacent, qui vous ciblent, le fait qu'un chef de la diplomatie iranienne arrive reçu... C'est de la trahison. C'est de la trahison. Parce que des gens comme moi, comme vous, comme tous, nous, ici, avec on a tellement de personnes qui se battent pour la liberté, pour le droit des femmes, pour avoir le droit de parler, de penser, de réfléchir. Parce que réfléchir en Iran, ça ne se fait pas. De pouvoir même lire pour certaines femmes en Afghanistan. Cette idée, cette notion qu'on puisse avoir une théocratie et que la France, le pays de Molière, veuille effectivement promouvoir quoi? L'analphabétisme? C'est ça. Donc c'est l'inquisition. C'est l'inquisition islamiste que M. Macron veut promouvoir. Donc bon, s'il est content de le faire, très bien, mais il le fait tout seul. Parce que je ne vois pas pourquoi il a besoin d'entraîner la France vers cette direction de quoi. En même temps, on est en train de cibler la France, mais il y a d'autres problèmes. Parce que le ministère de la Justice américain a décidé de déclarer certains prédicateurs des Frères musulmans comme organisation terroriste. Des Jordaniens, des Égyptiens. Les Turcs et les Qataris, par contre, là, Donald Trump n'y touche pas. Là aussi, on peut... De votre côté, on pourrait parler allez, pas de trahison, mais d'élitisme. Oui. Tout dépend de la taille de l'enveloppe, c'est ça? Parce qu'à mon avis, c'est la taille du chèque. C'est ça. Et c'est un problème, parce que le problème qu'on a, c'est qu'avec les Frères musulmans, ou même le régime iranien, si on commence à faire le tri, parce qu'il n'y en a pas, c'est pas la peine de... dans ces cas-là, ne faisons rien. Ça serait mieux. Parce que sinon, c'est vraiment... C'est bafouer les efforts et le courage des Iraniens, des dissidents qui se sont battus, qui continuent à se battre tous les jours pour avoir un pays libre. C'est quand même important. Donc j'aimerais que la France, les États-Unis qui se veulent libres, reconnaissent une fois pour toutes qu'il y a effectivement un problème avec l'Iran, avec le Qatar qui veut promouvoir les Frères musulmans et les autres. Donc où on arrête tout, on se met d'accord que l'islamisme, c'est une très mauvaise idée, ou sinon... On dit bien l'islamisme, mais pas l'islam, parce que les propos vont être pris sur la toile. Mais bien entendu, mais ils le feront quand même, c'est pas grave, on les laisse. En même temps, donc, où on est pour la liberté, où on l'est pas. C'est comme dire qu'on est un tout petit peu enceinte, ça se fait pas. On l'est ou on l'est pas. Donc j'aimerais qu'ils prennent une décision. Mais quelle qu'elle soit, mais qu'ils s'y tiennent. Donc j'espère que le président Trump aura assez de vision pour comprendre qu'effectivement, se mettre en ligue avec le Qatar et la Turquie, même si c'est un tout petit peu, même de côté, même en passant, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, ils vont casser un mur. Ils l'ont fait sur Gaza, ils l'ont fait le 7 octobre. Il ne faut pas les laisser passer. Oui ou non, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes protégé en Angleterre? Non. Mais je viens en Israël, donc tout va bien. Vous venez en Israël, mais vous repartez en Angleterre? Oui, mais on va faire Alia. Je dis on, avec les petits. Bon, vous reviendrez sur ce plateau. C'est un scoop ce que vous nous dites? Presque. Merci Catherine Pérez-Chakdam, je l'ai bien retenu d'avoir été avec nous. Chani Guidalia, depuis plusieurs jours, la plateforme X, ancienne Twitter, a activé un nouvel outil, un dispositif qui permet de savoir les vrais ou les faux comptes et surtout d'où ils viennent. Oui, Mathias, en soi, il n'y a rien d'extraordinaire, sauf qu'avec ce nouvel outil, il y a des milliers de faux témoignages qui se sont littéralement effondrés, puisque c'est vrai que depuis le début de la guerre, on voit beaucoup de récits, des vidéos en disant voilà ce qu'il y a à Gaza, voilà ce que j'entends à Khan Younes, etc. Sauf que les profils étaient en fait localisés en Pologne, en Afghanistan, au Pakistan et j'en passe. Alors eux disent qu'ils ont des cartes SIM avec des VPN, j'y crois peu. Et d'ailleurs, il y a un nouveau dispositif qui est en train d'être activé par X, qui n'est pas encore en ligne. C'est un avertissement justement qui affiche sur les comptes qui tentent de masquer leur véritable localisation grâce à un VPN. Une fois que le dispositif a été activé, Mathias, l'effet a été immédiat. Il y a des comptes qui ont été supprimés et beaucoup de tweets qui ont été effacés. Donc on voit qu'on était face à une véritable industrie de la désinformation, puisqu'il y a des faux profils, évidemment, qui fabriquent des récits, qui sont ensuite repris par les médias internationaux pour susciter l'émotion, manipuler l'opinion internationale, l'opinion publique, et même détourner des dons. Et certains, justement, de ces récits ont ensuite été repris par des journalistes et sont utilisés comme preuve dans les débats publics. On précise que cet outil, il n'est pas infaillible, certes, mais il est fondamental déjà pour les journalistes, parce que ça permet de vérifier les sources, ce que les médias occidentaux font très rarement, et ça permet aussi pour le public, pour les utilisateurs de X, d'avoir, on va dire, un œil assez critique. Ce
qui est intéressant, c'est que ça va presque de pair. C'est que il y a une vidéo qui refait surface sur la toile, justement, sur X. Elle a été tournée l'année dernière et elle montre justement les liens de corrélation entre les organisations terroristes et les médias internationaux. Oui, du djihad islamique notamment, puisque le porte-parole du djihad islamique, qui s'appelle Tariq Salami, c'était l'une des principales sources des médias occidentaux à Gaza, a été arrêté, interrogé par Israël. Et puis dans son interrogatoire, la vidéo de l'interrogatoire, il a avoué déjà des opérations terroristes, mais il a aussi avoué la méthode qui sont utilisées par ces organisations pour manipuler les médias occidentaux et notamment comment le djihad islamique opère justement pour manipuler l'opinion publique. On se souvient de cette vidéo mi-octobre 2023 lorsque la roquette qui a été tirée par le djihad islamique est tombée sur l'hôpital Al-Ahli à Gaza. Eh bien, le but c'était d'accuser immédiatement Israël, évidemment, sauf que dans son interrogatoire, Tariq Salami a affirmé que les médias savaient que cette version des faits était fausse, que c'était bien le djihad islamique qui avait tiré cette roquette, sauf que le but, c'était d'accuser immédiatement Israël. Donc, ils se sont concertés pour pouvoir ensuite imputer la responsabilité à Israël. On l'écoute. Je vous propose de regarder la vidéo. Les médias internationaux sont différents des médias arabes. Ils se concentrent sur les questions humanitaires. On ne leur parle pas avec le langage de la violence, de la destruction, de la vengeance. Ils viennent et disent « On peut parler une minute ou deux, mais ne parle avec moi que de l'aspect humanitaire. » Donc, par exemple, on devra dire « Nous voulons que la situation revienne à la normale, que nos enfants vivent comme les autres enfants dans le monde. » C'est ça l'aspect humanitaire. Et donc, quand un événement comme celui de l'hôpital Al-Ahli se produit, certains médias internationaux se tournent vers nous. Même si le journaliste connaît la vérité, est-ce qu'il relaye quand même ce que dit le djihad islamique? Oui, parce que le djihad islamique lui demande d'envoyer l'article avant publication en lui disant « Envoie-le nous avant que tu ne le publies » pour que nous puissions le relire. Et si ça ne vous convient pas, ça ne sort pas? Non, bien sûr que non, parce que le journaliste a besoin de nous pour obtenir d'autres interviews. Merci Chani. Hossein, Nicole, vous êtes resté avec nous. Vous nous parlez de la manière dont le Hamas, pendant plusieurs années, a infiltré les comptes des réseaux sociaux des soldats et pourtant, combien de fois on l'a répété, il ne faut pas mettre en ligne les vidéos ou faire attention. Tout à fait, fallait faire attention en effet. De la même façon finalement que l'armée israélienne a les fameuses unités Shmoneh Matayim où il... Le contre-espionnage, Voilà, l'unité 1200 où il vérifie tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et bien l'organisation terroriste a pareil. Attention, c'est de ne pas faire de parallèle entre l'unité 8200 et l'organisation terroriste Hamas. Hamas. Ils ont quand même une unité de 2500 personnes quand même, des terroristes. Et leur but, eh bien, c'était de spoiler, d'infiltrer les réseaux sociaux, notamment des soldats israéliens. L'objectif de tout ça, c'était tout simplement de récolter des informations. Ils l'ont fait pendant des années. Ça a commencé en 2018. Donc le 7 octobre, ils l'ont préparé en effet très très en amont. Ils ont infiltré pas moins de compte de 100 000 soldats israéliens. Concrètement, comment ils faisaient? 1000 ou 100 000? 100 000. Waouh. Non, 100 000. 100 000. 100 000. Et concrètement, ils allaient sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, ils créaient un faux compte, une fausse photo, un faux avatar, etc. Ils étaient extrêmement bien, ils savaient très bien à qui s'adresser et petit à petit, ils restaient en contact pendant des années. Il y avait aussi, ils infiltraient des groupes, cette fois sur WhatsApp. Là encore, il y avait des avatars, des faux comptes, des fausses photos, donc c'était très difficile de savoir qui réellement se cachait derrière ces personnes. Ils ont infiltré des groupes, notamment de soldats de l'unité Egos, et ce même avant, avant de rentrer dans l'unité, ils avaient des groupes de préparation pour savoir dans quelle unité ils allaient aller. Ils étaient déjà dans ce groupe, ils sont restés des années, donc pendant l'entrée... On précise que les Egos sont des commandos. Des commandos, évidemment. Ils sont rentrés donc en contact avec ces soldats donc avant qu'ils rentrent dans cette unité de commando. Ils les ont suivis pendant tout leur service militaire jusqu'à après, lorsqu'ils ont un peu monté en grade et qu'ils sont devenus officiers commando. Donc ils étaient toujours en contact. L'avantage de ça pour les gens du Hamas, c'est que pendant ces années, donc plus de 5 ans maintenant, eh bien ils ont infiltré tout ça. Ils avaient toutes les informations. Ils savaient où étaient par exemple les batteries du dôme de fer. Ils savaient, on en parlait tout à l'heure en début d'émission avec Amir Noy, ils savaient comment, alors pas réellement commander un char, mais du moins ils savaient un petit peu les failles des tanks israéliens. Et eh bien, ces années de recherche, de renseignement, eh bien, ça a permis aux terroristes du Hamas de faire ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Tout ça pour dire que ça
C'est aussi faire attention. Une arme de guerre, bien évidemment, le téléphone. Merci, Océane, à Nicole. Puisqu'on parlait tout à l'heure de Gaza, il y a aussi cette décision des États-Unis. Alors elle est peut-être contestée, mais pourtant elle est là, de demander à Israël de reconstruire la bande de Gaza à l'intérieur de la zone jaune, c'est difficile à dire, de démarcation. Regardez Déborah Benayoun. Des communautés alternatives sûres. C'est ainsi que les responsables américains désignent les logements temporaires envisagés pour les Palestiniens dans la bande de Gaza. Selon le plan de l'administration Trump, ces complexes résidentiels seraient concentrés dans les zones contrôlées par Israël. Des habitations modulaires de la taille de conteneurs maritimes qui avaient déjà été utilisées pour loger des réfugiés en Syrie, des victimes de tremblements de terre en Turquie et des troupes américaines dans des bases militaires à travers le Moyen-Orient. Chacun de ces complexes serait en mesure d'accueillir jusqu'à 20 à 25 000 personnes, ainsi que des cliniques et des écoles. Les responsables américains espèrent que les Palestiniens accepteront de s'installer dans ces nouveaux logements, attirés par la perspective d'une plus grande sécurité, libérés du joug du Hamas et encouragés par des opportunités d'emploi. Mais ces responsables ne le cachent pas, un tel projet ne sera pas facile à mettre en œuvre. Déjà, le déblaiement des décombres prendra du temps, en particulier si les équipes mobilisées découvrent des tunnels, des munitions qui n'auraient pas explosé ou encore des restes humains. De même, on s'attend à ce que le premier complexe ne soit pas prêt avant plusieurs mois, puisqu'il faudra ensuite entre 6 et 9 semaines supplémentaires pour ériger ces maisons préfabriquées. De plus, son coût est évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars et le financement du projet n'est pas encore clairement défini. Côté israélien, on souligne également l'importance de garanties de sécurité. Les antécédents des Palestiniens désirant résider dans ces nouveaux complexes feront l'objet d'un examen approfondi. C'était il y a 17 ans, la ville indienne de Bombay, Mumbai en anglais, est alors touchée par une vague d'attaques menée par 10 terroristes armés d'un groupe extrémiste basé au Pakistan. Regardez ce sujet préparé par Océane Nicole et on en parle juste après avec un ancien militaire de l'armée indienne. 26 novembre 2008, un groupe de 10 hommes arrive à Bombay. Ils viennent de Karachi au Pakistan. Le commando se scinde alors en 5 groupes et se disperse dans la ville indienne. C'est le début de près de 3 jours d'enfer pour la ville et ses 21 millions d'habitants. Tout commence peu avant 22 heures. 2 terroristes armés de Kalachnikov tirent à l'intérieur d'un café en plein cœur de Bombay. 30 minutes plus tard, cette fois dans la gare de la ville, d'autres terroristes ouvrent le feu et jettent des grenades sur la foule. Les djihadistes poursuivent leur massacre dans un hôpital ainsi que dans 2 palaces de Bombay où plusieurs dizaines de personnes seront retenues en otage. Le centre communautaire juif de la ville sera lui aussi pris pour cible. Le rabbin Holzberg et sa femme seront tués. Leur fils Moshe, alors âgé de 2 ans, sera lui sauvé par sa babysitter. Âgé maintenant de 19 ans, il vit à Afula dans le nord d'Israël. 4 autres personnes présentes, elles aussi, dans ce Beth Rabat seront tuées. Des attaques simultanées qui auront duré au total plus de 60 heures, où les terroristes ont volontairement ciblé des lieux symboliques de Bombay. Le bilan de ces attaques est lourd. 166 personnes seront tuées, dont 26 ressortissants étrangers. Plus de 300 personnes ont été blessées. Derrière ces attaques, le Lashkar-e-Toba, un groupe islamiste pakistanais, une organisation placée sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis, au Canada, en Australie, ainsi que dans l'Union européenne. Major Manik Joly, vous êtes un ancien officier du corps d'infanterie Gorkha et un officier des corps des renseignements de l'armée indienne. Bonsoir d'ailleurs à vous. Lorsque j'évoque ces attaques de Bombay il y a 17 ans, cela vous évoque quoi? Mathias, how are you? Bonjour Mathias, merci beaucoup de m'avoir invité. Ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, eh bien cela nous rappelle d'abord l'échec qu'il y a eu, cela nous rappelle aussi qu'on ne peut jamais faire confiance au Pakistan, cela nous rappelle que les personnes innocentes, que ce soit en Inde ou ailleurs, ne seront jamais en sécurité tant que ces réseaux terroristes du Pakistan
l'OTAN continue à opérer. Cela nous rappelle qu'il faut toujours assurer notre sécurité et que nous devons être bien équipés face à ces menaces. Et à titre personnel, un des héros de ces attaques, le major Sandeep Unnikrishnan, était un camarade de classe à l'école militaire. Donc c'est une perte à la fois personnelle et nationale pour tous ceux qui ont participé aux opérations ce jour-là, d'une manière ou d'une autre. Pour l'Inde, cela nous rappelle que nous devons toujours rester sous nos gardes. À chaque fois qu'on a essayé de se rapprocher du Pakistan, nous avons été poignardés dans le dos. À chaque fois que la paix a fait un pas en avant, eh bien, le terrorisme a fait 10 pas en avant. Et le plus important du point de vue de l'Inde, c'est que nous devons continuer à être constamment sur nos gardes. Et pour faire face à ces menaces, nous devons avoir des forces de sécurité qui sont optimales. Vous savez, après les attaques du 7 octobre en Israël, il y a eu comme une piqûre de rappel, de réveil même, sur le fait qu'il fallait lutter sans merci contre le terrorisme. Est-ce que vous pourriez dire éventuellement qu'il y a finalement... est-ce que vous partagez d'ailleurs cette vision ? Il y a une similarité, mais la grande différence, c'est que ce qu'on a vu en Israël, c'était une attaque à une bien plus grande échelle, en termes de victimes, en termes d'endroits dans le pays qui ont été touchés. En Inde, l'attaque s'est limitée à une seule ville. Les dispositifs de sécurité pour contrer ces attaques, eh bien, ce dispositif est différent. Dans chacun des pays, nous avons des côtes très longues, nous avons une très longue frontière avec le Pakistan, nous avons des frontières avec le Bangladesh, le Myanmar, et il y a des complexités le long de chacune de ces frontières. Il y a des attaques dans divers endroits, mais ce qui est similaire entre les deux attaques, c'est que les organisations terroristes sont toujours à la recherche d'un point faible, de l'endroit où ils peuvent s'infiltrer et pour causer le plus de dégâts possible. Donc les deux pays doivent rester sur leur garde et on sait qu'il n'y a aucune limite que les terroristes hésiteront à franchir dans la barbarie. Tuer des enfants, tuer des femmes, brûler des maisons, tuer des milliers de civils. Donc en cela, il n'y a pas beaucoup de différence dans la mentalité des terroristes, mais ce qui est nécessaire, c'est de comprendre qu'il y a des leçons à tirer pour les services de sécurité dans les deux pays. On dit en Israël qu'il n'y a pas de prix assez fort pour les moyens à utiliser dans cette lutte antiterroriste. Est-ce que vous pensez véritablement qu'Israël et l'Inde partagent ces mêmes valeurs, surtout sur cette manière d'utiliser tous les outils nécessaires dans cette lutte contre le terrorisme ? Les noms des organisations terroristes que nous combattons diffèrent. Nous avons les Moudjahidines, vous avez le Hamas. Mais en fin de compte, ce sont les mêmes armes, ce sont les mêmes balles, il y a la même idéologie. Et c'est moins une bataille militaire qu'une bataille idéologique. Pour le Pakistan, l'existence du Grand Pakistan signifie l'élimination de l'Inde. Et alors, ça n'est pas exactement la même chose, mais là aussi, pour le Hamas, l'élimination des Juifs et d'Israël, c'est ce qui définit leur ordre du jour. Donc, nous combattons la même chose. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des gens qui souhaitent la paix, aussi bien au Pakistan que dans la bande de Gaza. Il y a des gens
gens qui veulent la paix, mais ils sont minoritaires. Et par contre, ceux qui contrôlent l'autorité continuent à lancer ces attaques. Mais la responsabilité repose avant tout sur les nations qui se défendent pour assurer leur sécurité, et ils doivent les outils nécessaires pour que cela ne se répète pas. Et si vous me posez la question du prix, du coût de ces mesures de sécurité, il n'y a pas de limite à cela. Des soldats sacrifient leur vie en Israël et des soldats indiens se sont sacrifiés depuis des années. Et pour assurer la sécurité des citoyens, tous les efforts sont nécessaires. Et ce, quoi qu'il en coûte, il faut que toutes les ressources puissent être déployées pour assurer la sécurité d'une nation. Si vous avez un environnement où les citoyens ne se sentent pas en sécurité, si les gens ont peur de prendre le bus, si les gens ont peur d'habiter dans une certaine ville ou dans un certain quartier, eh bien, on ne peut pas avoir ni d'économie, ni d'agriculture, ni de commerce. On ne peut rien avoir s'il n'y a pas de sécurité. Si les gens ne veulent pas vivre dans votre pays et veulent s'enfuir. Et c'est du devoir de l'État d'assurer la sécurité de ses citoyens, quoi qu'il en coûte. Même s'il s'agit d'acquérir des technologies étrangères dont vous ne disposez pas, si vous devez investir tout votre argent dans ce domaine. Mais assurer la sécurité des citoyens, c'est le premier devoir d'un État. Il ne peut pas y avoir de compromis en la matière. Major Manik Joly, merci beaucoup. Namasté. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce Défense. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine, bien évidemment, sur i24 News. On se revoit la semaine prochaine.